Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous regardent sur YouTube. Bienvenue à la Maison de la Méditation, qui est donc un lieu dédié à la méditation, mais où on a le plaisir, les vendredis soirs, d'inviter des personnalités dont le travail nous inspire et puis dont le travail peut vraiment résonner avec la pratique de la méditation. Et ce soir, je dois dire que nous sommes gâtés, parce que grâce à Laure Limongi, avec Laure Limongi, nous allons parler d'écriture, du bonheur d'écrire, et d'écriture comme une pratique, et une très belle pratique. Bonsoir Laure. Bonsoir Marie-Laurence. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est très contente de te recevoir ce soir. Alors Laure Limongi, tu es artiste, essayiste, autrice, éditrice, tu es professeure aussi d'atelier et d'écriture. Tu as écrit une douzaine de livres, d'ouvrages. J'allais dire romans, mais c'est bien plus que ça, on y reviendra après. C'est beaucoup plus varié et subtil que ça. Et tu as vraiment participé justement d'abord à la création, je crois, du premier master d'écriture au Havre. Tu vas nous en parler. Ce que j'aimerais bien que tu commences par nous expliquer, c'est quoi apprendre à écrire et pourquoi, apparemment en France, on est un petit peu en retard sur cette mission d'apprendre peut-être aux élèves, aux étudiants qui le souhaitent à écrire. Je pense que c'est lié à un mythe qui est assez français, bon, qui est dans d'autres pays, mais chez nous qui est assez puissant, c'est le mythe de l'écrivain. Qui est quasiment, c'est un petit peu comme la royauté. Hein. On pense qu'il y a une caste comme ça d'écrivains, parce qu'il y a des très grands classiques, c'est vraiment une société qui est bâtie aussi sur ces classiques, Proust, Balzac, Flaubert, etc. Donc on a l'impression comme ça qu'il y a cette espèce de race d'écrivains, des êtres un petit peu à part, ce qui s'explique socialement, parce que pendant longtemps, ces êtres-là, jusqu'au 19e, on va dire, c'était des gens qui pouvaient passer leur temps à écrire, donc des gens plutôt de la haute bourgeoisie, de la noblesse ou des rentiers. Puis au 19e, évidemment, il y a eu tous les bouleversements sociaux qu'on connaît, et soudain, les écrivains sont devenus autre chose, écrivains travailleurs, écrivains ouvriers, petits bourgeois, on va dire, en tout cas, Balzac notamment, pour qui c'était, qui a défendu le droit d'auteur aussi, et le fait qu'écrire était un métier, gros mot. Voilà, c'était pas, il n'y a pas de muse comme ça qui va sonner chez vous le matin, ding ding, bonjour, alors voici un poème aujourd'hui, et alors demain peut-être il y aura une pièce de théâtre. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche en fait, c'est vraiment une activité qu'on embrasse. Alors la bizarrerie de la chose effectivement, c'est que les écoles des beaux-arts, elles existent depuis, si je me souviens bien, le XVIIIe siècle quand même. Donc pourquoi est-ce que, je sais pas, quand vous voyez une sculpture du Bernin, voilà, il a quand même appris des choses, la peinture aussi, enfin tous les autres arts. Voilà, on sait depuis longtemps qu'il y a des ateliers dans lesquels des maîtres, en tout cas des gens qui pratiquent ça de manière, depuis longtemps et qui ont fait des œuvres, transmettent des éléments de la pratique à des plus jeunes. Alors pourquoi l'écriture, ça serait différent ? Alors, une des explications, c'est que on écrit avec les mots qu'on utilise. Là, je suis en train de vous parler avec les choses dont on sert quand on fait des livres. Et il y a cette espèce de malentendu qui est que voilà, l'écrivain, il se sert d'une matière. On se dit, finalement, tailler du marbre, c'est plus technique. Il faut savoir se servir d'un burin. Alors finalement, l'écriture, bon voilà. Mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Et on se rend compte que, comme les autres pratiques artistiques, l'écriture se transmet. Alors, dire on apprend à écrire, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a l'impression que ça met dans quelque chose de scolaire. En fait, on transmet une pratique d'écriture, on est un regard, on va en parler en parlant du livre de Nathalie Goldberg, mais je dirais on accueille les gestes et on les accompagne. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une transmission d'expérience. On explique aussi que que écrire, c'est beaucoup lire et se mettre comme ça dans cette espèce de, je dirais, de bain littéraire. Voilà, et donc le retard français, qui est quand même une centaine d'années par rapport aux formations de creative writing aux États-Unis, voilà, je pense que c'est d'abord ce mythe de l'écrivain, auquel on n'a pas trop envie de toucher, mais là c'est en train de bouger quand même depuis quelques temps. Et puis aussi la peur du formatage, parce qu'effectivement aux États-Unis il y a quelques formations qu'on connaît, qui sont un peu scénario, où les gens vont pour écrire Harry Potter ou je ne sais quoi, voilà, genre faire la même chose. Et c'est très peu des pratiques comme ça en France, où au contraire on se rend bien compte que, moi quand je fais des ateliers par exemple sur une même proposition,
S'il y a 15 personnes, il y aura 15 choses hyper différentes, avec certaines choses qui vont se rencontrer ensuite, qui vont évoluer, mais voilà, chacun et chacune a une proposition différente, et l'accompagnement des ateliers, quel qu'il soit, c'est d'accompagner cette différence, et que chacun, c'est Laurence Sterne qui écrit dans Tristram Shandy, chantez votre propre chanson, enfin quel que soit le ton, l'idée c'est d'avoir votre propre ton à vous. Voilà, apprenez à chanter votre propre chanson. Et c'est ce que, enfin en tout cas moi les formations que je défends, c'est ce qu'elles enseignent. Les élèves ou les étudiants qui viennent te voir, qui s'inscrivent à... Donc tu es professeur de création littéraire à l'École supérieure nationale supérieure des arts de Cergy-Pontoise. Ouais. Où tu donnes des heures et des heures de cours chaque semaine. Les élèves, les étudiants qui s'inscrivent à ton cours, est-ce qu'ils veulent tous devenir écrivains, justement? Non, pas. Alors c'était le cas quand j'étais au master de création littéraire du Havre, évidemment, puisque c'est un master de création littéraire. C'est pas le cas à Cergy. Cergy, depuis toujours, ça a été une école... Enfin, où on enseigne vraiment un peu tout, enfin il y a tout, ils choisissent, ils sont touche à tout en fait. De fait, il y a pas mal d'écrivains qui naissent à Cergy, mais au départ, ils sont invités à s'approprier un petit peu tous les ateliers. Ça c'est formidable, parce que ça veut dire que justement, c'est justement abordé comme une pratique, comme d'autres pratiques, et même si on n'a pas, soi-disant la vocation, ou même si les muses ne sont pas là, on se dit tiens je vais essayer, et peut-être que ça peut justement déclencher ou révéler des talents. Alors ce que je remarque souvent, c'est qu'il y a des étudiants qui commencent en première année, et en fait au bout de la deuxième, troisième année, c'est soit des formations de 3, soit de 5 ans, c'est comme à la fac en fait. Donc qui au cours des mois et des années se disent mais en fait ma pratique principale c'est l'écriture. Donc ça évolue, ils arrivent peut-être en dessinant ou en faisant de la photo ou de la vidéo, et puis soudain, c'est l'écriture qui prend de la place, ou au contraire, il y a l'écriture qui devient qui se met vraiment à communiquer avec l'autre pratique plastique, on va dire, donc que ce soit la vidéo, la peinture, la sculpture, et ça devient comme une sorte de contre-champ très signifiant à la pratique. Et donc dans tous les cas, c'est toujours très signifiant et toujours très beau ce qui se passe dans les ateliers. Donc ça doit vraiment être un accompagnement très personnel et très individuel, je dirais. Je ne sais pas combien tu as d'élèves par an ou d'étudiants par an, mais ça demande un travail d'un grand doigté, d'une grande délicatesse pour enseigner comme tu le fais. Parce qu'effectivement, il faut amener chacun, tu parles de l'accompagner, il faut amener chacun à ce qu'il ou à ce qu'elle doit être en tant qu'autrice, auteur, écrivain, scénariste. Je pense qu'il faut accueillir. Et il faut ne pas avoir de présupposés. Alors évidemment, on a tous des goûts et voilà, des précarés, mais quand on accueille des écritures, c'est se dire « Ok, moi j'aurais pas du tout fait ça comme ça, mais c'est signifiant, oui, ça fonctionne pour telle et telle raison. » Il faut vraiment, mais moi je l'ai fait en tant qu'éditrice aussi, donc apprendre à se fondre dans la logique de quelqu'un d'autre. Et moi j'adore faire ça. Parce que je dirais c'est un lutte un peu contre l'ego aussi, ça permet de se dissoudre, mais c'est très intéressant de se dire, voilà, je ne vais pas imposer... hier, justement, je travaillais sur un journal de voyage avec une étudiante, et on se posait la question de... c'est une matière qui est très brute, et voilà, on se posait la question de qu'est-ce qui va bouger ou pas, et de se dire, voilà, mais cette matière est belle justement parce qu'elle est brute et qu'elle s'intègre dans une évolution, c'est vraiment un parcours initiatique, ce voyage, et que c'est bien comme ça. Alors moi, évidemment, je n'aurais pas du tout fait ça comme ça, mais voilà, on arrive à cette conclusion en travaillant ensemble, en évoquant des références, en parlant de passages précis, voilà, que la forme générale sera plutôt celle-là. Mais il y a des cas de figure évidemment très différents. Et puis ce qui est important aussi dans les formations, en tout cas celles que je pratique, c'est que moi j'aime bien former communauté dans les cours. C'est dans chaque atelier ou cours, en général on ne sait pas trop dépasser les 15 personnes parce que sinon c'est compliqué, donc c'est un peu segmenté. Chacun et chacune réagit aussi. Moi, c'est pas moi qui ai le discours d'autorité sur les textes. Donc voilà, moi je donne un son de cloche, et puis après quelqu'un d'autre d'ailleurs aura peut-être lu un livre ou aura une idée qui va permettre à l'étudiant ou l'étudiante qui a présenté son texte de progresser. Donc c'est vraiment un travail collectif, et il y a vraiment une énergie dans chaque groupe différent qui se fait. Et en général, ce qui est beau, c'est que c'est toujours très bienveillant, et voilà, je dis tout de suite, voilà, c'est pas j'aime pas, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter pour faire avancer les choses. Les jugements effectivement péremptoires ne sont pas très intéressants. On comprend pourquoi Robert Laffont a demandé d'écrire la préface de ce livre absolument merveilleux que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout, qui a été édité aux États-Unis il y a fort longtemps. Là aussi, on n'a pas 100 ans de retard, mais quasiment. Il a été édité en 86, dans les années 80. Voilà, je sais plus, c'est 83 ou 86. Voilà. Et il arrive enfin en France, il est sorti fin 2021, je crois, et tu en as écrit la préface. C'est
un livre de Nathalie Goldberg, « Pourquoi écrire va vous rendre heureux ». Et c'est absolument édifiant ce livre, donc je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai offert, je l'ai réoffert et je suis vraiment contente qu'on puisse en parler ensemble ce soir. Je ne m'attendais pas à avoir un tel bonheur de lecture. D'ailleurs, tu dis dans ta préface, il y a un avant et un après la lecture de ce livre. Ouais, absolument. Ouais. Qui qu'on soit, c'est-à-dire qu'on commence l'écriture, qu'on soit confirmé ou pas, enfin, c'est vraiment... Alors je précise quand même que c'est un très grand cadeau que m'a fait Fabrice Midal. Voilà, qui m'a proposé cette préface, qui m'a donc fait lire ce livre. J'en avais entendu parler, mais voilà, je sais pas, j'avais eu la flemme de l'acheter en anglais, je l'avais pas lu, j'avais lu que des extraits et des présentations. Et vraiment, c'est un immense cadeau parce que quand je l'ai lu en intégralité, alors, je vous invite vraiment à le lire parce que c'est difficile à décrire, mais vous qui connaissez la méditation, ce que je peux en dire, c'est que ça ressemble vraiment à un très bon livre de méditation zen. Dans la mesure où on a l'impression que l'énoncé est toujours très simple, très comme ça, avec une sorte de grâce, de la simplicité, et que ça touche vraiment au cœur des choses. Et que c'est toujours... Alors le titre « Pourquoi écrire va vous rendre heureux », qui est un petit peu différent du titre en anglais... parce que moi, à chaque fois, j'ai peur qu'on pense que voilà, c'est un truc qu'on va dire, ah, l'écriture, c'est cool, on va être en train de sourire, mais c'est comme la méditation, vous savez bien que ce n'est pas le cas. Voilà, c'est la même chose. Et en regardant un petit peu plus près l'étymologie de heureux, il y a la même étymologie que les augures, en fait. Et donc, les augures, qu'est-ce que c'est? C'est regarder le vol des oiseaux et en tirer une interprétation. Et ce qu'elle dit beaucoup dans ce livre, c'est que l'écriture, on va parler d'autres aspects, mais qu'en tout cas l'écriture c'est avant tout aussi une pratique d'écoute et d'observation. Et que c'est de cette écoute et de cette observation qu'on se crée son propre champ finalement. Et que c'est ça qui fait lien avec le monde et qui crée ça. Et donc en ça, c'est totalement juste. Pourquoi écrire va vous rendre heureux? C'est vraiment cette méthode, mais méthode vraiment pas au sens, parce que souvent les gens me disent, ah c'est quoi ta méthode? Mais en fait j'en ai pas, voilà. C'est plutôt méthode au sens de, elle montre les outils. Finalement, écrire, c'est très physique et très. C'est comme si, voilà, vous avez une sorte de. Vous avez, dans votre garage, vous avez plein de trucs et vous avez. Bon, alors pour ce récit, j'ai besoin du cruciforme, du machin. Donc finalement, le cruciforme ne marche pas, je vais prendre un. Voilà, c'est exactement ça. Donc elle, à chaque fois, elle dit ça. Elle dit bon, vous êtes dans telle situation. Bah là, moi, je vous déconseille de prendre l'ordinateur pour ce genre de récit parce que non, prenez un cahier un peu moche, allez-y, prenez un crayon. Et voilà, c'est finalement des conseils comme ça, très, très simples et très. Dans la vie. En fait, dans l'incarnation, et du coup très juste. Alors tu dis, bon, elle dit pas, et c'est absolument en rapport avec la méditation, c'est vrai, elle est étudiante zen d'ailleurs, c'est une pratiquante zen, elle ne dit pas, vous allez écrire, ça va être cool, etc. Et je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, ce qui est fabuleux avec ce livre, c'est qu'il est vraiment décomplexant. Mais comme peut l'être la méditation d'ailleurs. Hein. Moi, je fais le rapprochement... voilà, c'est comme si, voilà, avant de connaître la méditation, tu te dis, je vais méditer, peut-être que je deviendrai, peut-être que j'atteindrai l'éveil, ah ben non, finalement, c'est pas pour moi, parce que la sagesse ultime, et, ça fait peur, et voilà, ça fait peur, ou en tout cas, c'est pas pour moi. Et là, de la même manière, elle nous montre que le fantasme d'écrivain, tu parlais du don, ou des muses qui viennent nous voir, ce don surnaturel, il y en a qui l'ont, puis la plupart qui ne l'ont pas, les pauvres. Elle dégomme ça absolument pour nous dire, allez-y. De toute façon, l'important, c'est pas tout de suite là de savoir si vous allez être un merveilleux écrivain, le plus grand des poètes du monde ou un essayiste hors pair, c'est de vous y mettre. C'est de prendre un stylo, un cahier peut-être moche, ou beau ou pas, je ne sais pas, et de vous y mettre. Et ça, je trouve que c'est vraiment une révolution, en fait. Moi, j'avais jamais lu ça. Dire, on le sait que l'écriture, c'est une pratique, mais on pense quand même toujours que, voilà, que c'est une pratique pour certains. Alors que... tout comme la méditation, c'est en fait pour tous ceux qui veulent juste s'y mettre, qui veulent se lancer. Je trouve que ce qu'elle souligne bien, c'est la question du carcan. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, c'est très juste. C'est le fait, je dirais le malheur des choses, pour reprendre ce vocabulaire bonheur-malheur, c'est d'essayer de se fondre, enfin de correspondre à une sorte d'image idéale qui peut forcément jamais être nous. Quelle qu'elle soit, que ce soit... avant, on parlait aussi des magazines de mode pour la beauté, mais quand on regarde les réseaux sociaux pour les jeunes gens, moi, tous ces filtres, par exemple, je me dis, voilà, c'est la même chose, ces filtres sont là aussi pour essayer de normaliser. Donc c'est un peu un problème, il faudrait coller à une image, coller à un carcan, et donc voilà, quand on commence à écrire, on peut dire, ah voilà, effectivement, tiens, je vais faire tel roman...
Il y a un Colombo comme ça, c'est le fameux policier, vous connaissez sans doute, où il y a un meurtre dans une maison d'édition avec un auteur, et à un moment l'éditeur lui sort « Alors, vous écrivez le grand roman américain, inspecteur ?» Et il est là, il fait « Ah non, c'est difficile. » Bon, bah voilà, c'est un peu la question. Il ne faut pas se lancer pour écrire la grande poésie ou le grand roman américain. Et justement, elle déconstruit très bien ça en disant « Ben non, vous n'écrivez pas pour faire plaisir à votre papa, à votre maman ou je ne sais qui, vous n'écrivez pas pour être jolie sur un magazine ou je ne sais quoi. Il ne faut pas partir avec un but, avec une finalité, parce que sinon c'est foutu, quoi. Écrivez pour écrire, enfin lancez-vous. Et surtout, ce qu'elle dit très bien au début du livre, c'est qu'il faut dans l'écriture toucher une part qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas maîtrisée. C'est pour ça qu'elle parle, alors le coup du cahier moche et du stylo, alors certes c'était les années 80, donc on tapait moins vite parce qu'elle parle de la machine qui fait ding, comme ça, donc voilà, c'est un peu... mais aussi, c'est vrai qu'il y a un rapport comme ça qui est peut-être plus naturel et qui permet de... Voilà, et elle parlait des cahiers moches pour dire que si on achète un beau cahier bien relié, on va se dire « il faut écrire un beau roman dans un beau cahier ». Alors qu'elle elle achète des cahiers de roupies en solde voilà, après les rentrées des classes en se disant bah, « au moins on peut vraiment pourrir un cahier de roupies sans problème ». Et donc c'est vrai que ça décomplexe de se dire ben voilà, elle écrit comme ça un peu au kilomètre. Et surtout ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment elle parle d'une pratique que moi j'encourage aussi pas mal chez mes étudiants, qui est de tenir une espèce de journal. Alors c'est différent pour chacun. Ça peut être soit très intime, moi je note beaucoup de choses que je vois, ou même des fois quelques mots, ou voilà. En tout cas, tenir un lien un peu à la pratique de l'écriture tous les jours. Et elle a énormément de carnets de journaux, et elle raconte qu'à un moment, elle en avait marre, elle a failli les jeter, et elle a laissé sur le palier, elle en avait 1,50 m de hauteur, et elle a laissé sur le palier, et sa voisine a dit bah, « Quand t'es pas là, tu pars 4 jours, est-ce que je peux les lire ?» Et elle lui dit bah, « Oui, bien sûr, mais tu sais, c'est vraiment les trucs comme ça. » Elle dit « Ouais, voilà. » Donc elle rentre de son parcours, elle revient, et sa voisine la regarde un peu bizarrement, lui dit « Mais c'est vrai qu'en fait, des fois, t'écris vraiment de la merde. Hein. » Bah oui. Et elle se dit « Bah oui, évidemment. Parce qu'écrire, c'est aussi, on n'est pas Flaubert tous les matins, quoi. » Donc pour qu'il y ait des choses qui naissent, il y a forcément des scories. Il y a forcément du fumier. Bah ouais, alors elle parle de compost qui est très bien. Ouais, donc elle dit, voilà, quand vous écrivez, vous faites votre compost. Donc il y a peut-être, si vous noircissez 10 cahiers, il y a peut-être 4 cahiers, bah, ça va être du compost. C'est-à-dire des trucs, il faut les laisser de côté pendant 6 mois ou 1 an. Et puis vous allez, sur 10 pages, en retirer 2, les garder, les autres, vous allez les jeter. Donc vraiment cette idée que la matière évolue, et surtout quelque chose qui est très juste aussi, c'est que souvent, quand on écrit comme ça, on peut avoir aussi un côté, tout de suite, on va se juger trop vite. On va dire non, c'est pas bien. Donc elle parle vraiment de faire attention à ce censeur intérieur. Il faut vraiment le laisser tomber. Il faut voilà, se faire confiance, vraiment. Faire confiance à soi-même, à ce qui naît de l'écriture, même si on ne reconnaît pas du tout. Des fois, on écrit des trucs, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mais cette image est vraiment très, très, très bizarre. Mais bon, il faut la laisser advenir. Oui. Et il y a vraiment un élément qui est magique, c'est le temps. Vraiment oublier les cahiers dans un coin, éviter de se jeter dessus en disant ah non, ça c'est mais c'est pas bien, mais franchement, mais c'est nul, en plus j'ai fait des fautes. Non, non. Vraiment oublier les choses et les reprendre et voir de ces images un peu étranges ou des choses qu'on. Voilà, qu'est-ce qui apparaît. Et en général, c'est très intéressant. Et voilà, si on est à ces gens un petit peu. On peut, moi souvent, ça m'arrive d'être moins dur avec moi-même, avec du recul comme ça, de me dire non, en fait, ça va, ça c'est intéressant, je vais pouvoir m'en servir. Alors que si dans l'immédiat, je relis, je vais tout de suite être très dur et censurer des choses. Donc ça, elle décrit vraiment extrêmement bien, aussi parce qu'elle a une très très longue pratique de la chose, tous ces processus qui sont fondamentaux. C'est-à-dire, voilà, commencer, noircir des choses, faire ses gammes, faire son compost, savoir que, de toute façon, si on regarde les biographies de tous les écrivains, c'est totalement constitué de ça, hein, et de doutes. Flaubert a failli bousiller le manuscrit de la Tentation de Saint-Antoine. Enfin voilà, c'est pas un chemin glorieux, c'est un chemin où il y a des jours formidables, évidemment, on est tellement content d'avoir trouvé telle histoire ou telle image, mais il y a beaucoup de doutes. Et que voilà, c'est dans la pratique et la régularité qu'on arrive à construire des choses. Elle donne des conseils, si je puis dire, auxquels on ne pense pas forcément. Elle présente vraiment la pratique de l'écriture comme une pratique très corporelle, en fait. Ça aussi, ça me fait penser à la méditation. On pense avant de méditer que c'est peut-être quelque chose qui se passe dans la tête, une espèce de maîtrise de l'esprit, etc. Et puis on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment retrouver son corps, hein, que de commencer à méditer. Et elle, quand elle dit, vous prenez votre stylo, vous commencez à écrire sur une feuille et vous n'arrêtez plus. Voilà, vous ne levez pas la main, exactement. Ouais. Alors, ça, c'est incroyable, parce qu'on n'imagine pas. Enfin, c'est incroyable. Une fois qu'on le dit, on se dit, bah oui, c'est évident, mais en fait, on n'ose pas non plus. Et elle dit, bah si vous avez décidé d'écrire pendant une heure, vous ne levez plus la main. Dans la
pratique l'écriture, vraiment, on se rend compte, et c'est hyper intéressant d'essayer d'observer l'impact du corps sur l'écriture. C'est les moments où on est bien, pas bien pour telle ou telle raison, ou c'est Francis Ponge, je ne sais plus dans quel texte, qui disait que quand il écrivait un poème, il avait tellement sué qu'il fallait qu'il change de chemise. Donc quand même, oui, c'est très physique. Oui. Mais tellement il était comme ça, une espèce d'affre et d'angoisse. Et plus récemment, j'ai échangé avec mes étudiants, justement avec Alain Damasio, qui était venu rencontrer les étudiants. Et Alain expliquait, genre, il a dit genre, je ne suis pas un écrivain de plaine. Que lui, les phases où il écrit, il faut qu'il y ait du dénivelé. C'est-à-dire qu'il a besoin de beaucoup marcher. Il m'a dit, mais si c'est plat, ça ne va pas. Il faut vraiment qu'il y ait de la montagne. Et dans ces textes, La Horde du Contrevent, ça a été écrit à Nonza, en Corse, donc dans le Cap, qui est très, enfin, on va dire, c'est très ch'to-mondrang comme paysage, quoi. C'est très romantique, il y a plein de dénivelés, il était content, on va dire. Et lui, clairement, m'a dit, mais ma pratique, c'est aussi ça, c'est ce paysage-là, et c'est surtout cet effort physique qui est lié à l'effort de l'histoire qui se crée. Donc je pense qu'il y a plein... c'est vrai que c'est une question qu'on ne pose pas trop aux écrivains. On leur demande, je ne sais pas, s'ils ont une tasse de thé préférée. Bref, mais je crois qu'on devrait plutôt essayer de dire, mais en fait, si vous étudiez un peu la question, c'est quand que vous écrivez bien. Et je pense qu'il y a des gens qui vont réfléchir au fait que c'est souvent lié aussi à la manière dont le corps se déploie dans l'espace. C'est formidable de se rappeler ça, parce que c'est vrai que là aussi on a le mythe, et Nathalie Goldberg en parle, et toi t'en parles dans la préface de l'écrivain ou du poète désincarné. Une espèce d'esprit comme ça, magnifique et un peu magique, et encore une fois béni des dieux ou des divinités. Et là, elle, dans tous les exemples qu'elle donne, dans ces exemples, quand elle se décrit elle-même en train d'écrire dans un café, puisqu'elle adore aller écrire dans les cafés ou dans des diners, on sent vraiment qu'elle y va de tout son corps et que c'est une pratique, encore une fois, physique. Et c'est vrai qu'on devrait demander plus souvent aux auteurs et aux autrices dans quel état physique vous écrivez, quel est votre engagement corporel quand vous écrivez. J'étais ravie qu'Alain Damasio en parle comme ça auprès des étudiants. Guyotat en parlait aussi, Pierre Guyotat, bon, ce qui se sentait aussi beaucoup dans ses lectures. Hein. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, l'histoire du café, elle dit, vous pouvez aussi travailler avec la fatigue. Genre, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas forcément envie d'écrire, mais en fait, allez, on y va. Alors elle, son truc, c'est le chocolat. Donc le fameux café dont elle parle, c'est qu'ils font de superbes, je ne sais plus, c'est des cookies, je crois, et pas des muffins, des cookies de chocolat. Et elle se dit, allez, si je fais genre tant de pages, j'ai deux cookies. Donc elle se fait une espèce de petit truc comme ça, et ça marche. Et une fois, elle a dit, une fois j'ai acheté 4, j'en ai pris 4. J'avais fait un bon texte, alors bon, voilà. Donc chacun et chacune, l'idée, c'est de se donner des petites... des choses comme ça pour se dire, ça peut être les cookies, ça peut être juste un café qu'on aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai quelques amis qui aiment travailler dans les cafés parce qu'il y a une sorte de, comment dire, on est obligé de s'enfermer dans sa bulle. Paradoxalement, ça peut aider à se concentrer. Moi, je sais que j'adore les trains parce que j'en ai tellement pris que du coup, maintenant, je m'assieds dans un train, c'est mon bureau. C'est un truc automatique, je suis concentrée, je me mets à travailler. Bon, c'est voilà. Donc chacun a un petit peu son... Il y a des choses comme ça à découvrir de soi-même et c'est plutôt intéressant. Disons qu'on ne travaille pas tous forcément bien parce qu'on a un beau bureau, avec parfois un beau bureau, une super bibliothèque bien rangée, une pièce vide, ça peut être totalement terrifiant et on peut arriver à ne rien faire. J'ai vraiment une collègue qui est obligée de... Elle était très malheureuse pendant le confinement parce qu'elle ne travaille que dans les cafés. Et du coup, elle était chez elle, elle était un peu genre, bon, alors peut-être on va mettre la radio. Voilà, et c'est intéressant de voir comment on peut apprivoiser ça petit à petit. Ouais. Oui, là aussi, il y a un rapport très physique à l'environnement, en fait, auquel on ne pense pas forcément quand on pense écriture. Là aussi, on pense que ça va peut-être être quelque chose qui va jaillir de nous, comme ça, spontanément, parce qu'on aurait des choses à dire. Et puis, si on n'a rien à dire, on se tait. Elle n'y va pas du tout par là. Ah non, non. Si on n'a rien à dire, on pense en crayon, on écrit. Et puis, elle dit d'ailleurs un truc très bien à un moment, genre, vous pouvez aussi, quand vous pensez à une idée de texte, vous la notez, vous faites des listes. Et puis, comme ça, si à un moment vous dites, ah, j'ai pas d'idée, ah, bah si, j'ai ma liste d'idées. Donc, pas d'excuses. C'est vraiment comme la méditation. Souvent, ce qui est terrible, c'est qu'on se donne une excuse pour ne pas écrire, alors qu'en fait, si on s'y met, après, on se rend compte que c'est vraiment un lien avec le temps vivant, quoi. C'est pareil. C'est un lien avec soi-même, un lien avec quelque chose comme ça qui nous relie au monde, qui donne une expérience tellement juste que voilà, ça renforce la sensation d'être vivant et que c'est génial. Mais voilà, la vie est telle qu'on se donne plein d'excuses. Genre, elle dit à un moment, j'adore cette expression, soudain la vaisselle devient la chose la plus importante du monde. Ça m'arrive des fois, je suis là, je fais, elle n'est pas très propre cette vie. Ah non, arrête. C'est pareil avec la méditation, hein, là c'est clair. Voilà, c'est ça. Et si je faisais des madeleines? Non, c'est pas le moment, quoi. Tu parles d'un rapport avec le temps vivant. Tu peux nous en dire plus?
Parce que là, c'est vrai que le rapport au temps dans la méditation, Ouais. c'est quelque chose de fondamental et de très étonnant, puisqu'en fait, le temps peut paraître court, peut paraître long. En tout cas, on n'a plus du tout le même rapport au temps et ce n'est plus le temps des horloges. Est-ce que dans l'écriture, tu retrouves ça aussi? Moi, je Est-ce que... trouve que c'est pareil. C'est pareil, c'est comme dans la méditation, c'est pas tout le temps qu'on a vraiment une sensation de ce type-là, mais franchement, oui, c'est pareil. Et puis, que ce soit vraiment dans l'instant de l'écriture ou dans le fait de petit à petit construire quelque chose avec cette écriture, c'est ça aussi, de se dire qu'on crée aussi comme un espace. Moi, ce que j'aime bien, c'est créer un espace parallèle, j'ai envie de dire, mais qui éclaire la vie, la vraie vie, quoi. Et quand on écrit, il y a un peu de ça. Il y a comme une sorte de... C'est comme si on était de l'autre côté du miroir, hein, on va dire d'autres écrivains, et on continue à faire travailler la vie autrement, et ça éclaire la vie. Absolument. C'est tellement vrai, et c'est vrai qu'on pourrait encourager tout le monde à écrire, ne serait-ce que pour éclairer sa propre vie. C'est incroyable. Et puis, il me semblait, j'entendais quand tu dis on est en rapport avec du temps vivant. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans la méditation d'avoir l'impression de m'offrir du temps, bizarrement, mais je ne sais pas comment le dire, même de créer, d'ouvrir un temps vierge, différent, qui n'est comparable à aucun autre temps. Par exemple, pas à celui de faire la vaisselle ou les vitres ou autre chose. Et j'ai l'impression qu'il y a ce rapport-là aussi qui est pointé dans le livre, dans ce que tu dis et dans le livre de Nathalie Goldberg, dans ce rapport création d'un espace-temps très, très différent et assez vierge au fond. Oui, parce que c'est un espace où on n'a pas besoin d'artifice aussi. On n'a pas besoin de s'encombrer de choses comme on s'encombre tout le temps, et c'est normal, enfin, on est en société, ça a été construit comme ça, donc on n'a pas à se châtier de le faire, mais voilà, la méditation et l'écriture, en fait, on peut se dire, ok, ça, je n'en ai plus besoin. Et c'est pour ça que le temps passe, enfin, c'est un temps différent, parce que soudain, on est face à une expérience voilà, qui est très, très juste. J'aime pas pure, mais c'est comme une corde qui sonnerait comme ça de manière très, 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 très juste. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, l'autre rapport au temps, c'est-à-dire laisser de côté, quand tu dis, moi, s'il y a plein de choses que j'ai écrites, si je les avais jugées, ou en tout cas réexaminées immédiatement, j'aurais été peut-être moins joyeuse qu'après les avoir laissées quelque temps. Ça me rappelle aussi dans la méditation, quand on se dit toujours pour se donner du courage aussi, qu'on n'est pas là pour juger sa pratique, on le fait et on ne sait pas. En fait, on ne sait pas si on pratique bien ou mal, on le fait et on laisse la pratique travailler en nous. Et on sent vraiment dans son livre qu'elle laisse le geste d'écrire faire l'écriture en nous, en fait. On autorise l'écriture à se faire en nous, si je puis dire. Il y a une ouverture, tout simplement. Il y a une confiance qui est ouverte. C'est toujours cette question d'ouvrir et voilà, il y a un peu le leap of faith, comme on dit, se jeter comme ça et voir ce qui advient. Et c'est vrai qu'elle fait très très bien le lien entre ce qui advient dans la méditation et ce qu'elle fait dans l'écriture. C'est pour ça qu'elle a autant de cahiers. Elle dit finalement, quand on lit dans le détail, on se dit mais quelle folie. Mais sauf qu'en fait, c'est la preuve de sa confiance dans le geste. Et savoir que ce geste, il va mener à des choses qui l'intéressent, qui font bouger des choses en elle, construire des œuvres. Oui, puisque tu disais en commencement de cette soirée sur la manière dont tu accompagnes tes étudiants, en fait, on ne sait pas, quand on est en train de le faire, si cette manière d'écrire est la nôtre ou pas, si c'est celle-ci qui va nous amener à quelque chose d'intéressant ou pas. C'est très, très surprenant. Elle donne plein d'exemples d'amis qui écrivent et bien sûr, il n'y en a pas deux qui écrivent de la même manière. Et même au niveau des sujets d'écriture, on ne sait pas. J'adore, comme tu le dis, sa liste d'idées, voilà, la liste de sujets. Elle donne quelques conseils très, très amusants aussi. Moi, j'en ai suivi un. Tu sais, quand elle dit vous prenez une feuille de papier, vous la pliez en longueur, et d'un côté, vous écrivez des verbes et de l'autre, des noms. Et puis après, vous dépliez, vous essayez de faire un texte. Ça, c'est très bien. Je l'ai fait avec mes étudiants d'ailleurs. Ah bah oui. Et ça, ils ont adoré. Ouais, ça a très bien marché. Puis ça donne des choses sympathiques, hein, des fois. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'elle donne d'autre comme conseil, Nathalie, dans le livre? Tu sais, il y en a plein parce que là... La couleur aussi, choisissez une couleur. Choisissez et sortez dans la rue, enfin, à la campagne, vous êtes à la campagne, et essayez de voir où est cette couleur et qu'est-ce que vous pouvez faire comme texte avec. Ça, c'est bien aussi. Ah, oui. Selon la couleur choisie, ça peut être très... ça peut avoir un sens très politique dans la ville, par exemple. Ça peut être beaucoup plus contemplatif dans la nature. Ça peut être une surprise aussi, se dire « Ah, tiens, cette couleur, elle est là. Je n'avais pas vu. » Alors,
voilà, ce livre de Nathalie, là, Nathalie Goldberg, qui finalement nous invite à habiter l'écriture comme on apprend à habiter notre corps dans la méditation, et qui, encore une fois, décomplexe beaucoup, autorise sans aucune réserve, en fait. C'est ça qui est beau. Quand on discutait toutes les deux avant, tu me disais, c'est vraiment la confiance qu'elle a aussi, l'amour qu'elle a pour les gens. En écrivant, on sent que vraiment, elle autorise, enfin vraiment, elle nous autorise toutes et tous, sans aucune réserve, à écrire. Accueillis dans ce livre. Oui. Ça, c'est quand même assez rare. Voilà, de commencer un livre et de se dire... Parce que ce qui est drôle, mais c'est pour ça que de toute façon vous allez tous l'acheter, donc vous serez d'accord avec moi dans quelques minutes, c'est qu'elle a un humour aussi très très fort, et que voilà, mais c'est comme dans la méditation et le zen, elle est pas... Enfin, elle sait aussi... c'est parfois ambivalent. Enfin, elle dit voilà, que parfois les journaux d'écriture sont... Il y a une anecdote par exemple là-dessus. Elle dit, j'avais un souvenir, j'avais l'impression que la séance d'écriture, j'étais complètement hyper joyeuse, tout ça. Et puis dans un atelier, il y a un stagiaire ou un élève qui lui dit, genre, oui, mais alors, vous conseillez de faire ça, mais est-ce que vous l'avez vraiment fait? Elle dit, bah oui, justement, tiens, hier. Et là, elle ouvre son ordi. Et le texte dont elle avait un souvenir comme ça, hyper planant, j'ai envie de dire, c'était un texte où elle parlait de tous les gens disparus. Donc en fait, qui était hyper... triste et très sérieux. Et en fait, elle a eu cette espèce de dire, mais c'est dingue, enfin, c'était pas du tout l'impression que j'avais. Donc elle pointe vraiment aussi toutes ces questions-là de comment les sentiments, les émotions peuvent voilà, marquer les textes. Et ça, c'est très très juste aussi. Et alors, j'aimerais qu'on passe maintenant à ton nouveau livre, Laure. Il y a vraiment un rapport, pour moi, direct. Alors, tu nous as bien dit, écrire, c'est pas spécialement cool, l'idée, c'est pas un livre feel-good d'ailleurs, hein, même si on se sent bien quand on le lit, mais c'est pas du tout ça. Elle nous montre vraiment, encore une fois, que c'est une pratique, et c'est exactement comme toutes les pratiques, faut le faire, et puis parfois c'est agréable, parfois c'est pas du tout confortable. Mais en tout cas, elle nous autorise aussi à une grande liberté dans les styles, dans son style, dans ses styles, dans les sujets, dans les styles narratifs. Et quand j'ai découvert ton dernier livre, Ton cœur à la forme d'une île, qui est paru aux éditions Grasset à la rentrée dernière, en octobre dernier, ce qui est très très surprenant dans ce livre, et ce qui est très beau, c'est que tu mélanges les styles. Alors je le dis un peu trivialement comme ça, mais c'est très surprenant parce que d'un chapitre à l'autre, on passe d'une forme d'essai, tu es essayiste, de roman fiction, d'enquête, il y a beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de recherches scientifiques aussi, et fractales et autres. Et tout ça donne un livre très étonnant, très original, mais qui arrive à créer une atmosphère toute particulière, qui est peut-être au fond aussi originale et aussi ambivalente que l'atmosphère corse. Je ne sais pas, puisque c'est un livre sur la Corse, enfin sur la Corse, là encore c'est dit en raccourci, mais tu vas le dire beaucoup mieux que moi. Mais voilà, en fait, tu arrives vraiment à nous plonger dans une atmosphère pleine d'ambivalence, pleine de nuances, je dirais, quant à cette île que tu aimes de tout ton cœur, qui a la forme d'une île. Mais que tu as quitté aussi, tu interviews des gens qui y sont, des gens qui sont partis, des gens qui ne savent pas s'ils vont revenir. Enfin voilà, il y a tout ce côté je t'aime, moi non plus. Et c'est très beau cette manière que tu as de justement ne pas imposer de vérité, mais d'ouvrir un grand dialogue, ou même plusieurs grands dialogues, parce qu'encore une fois, il y a ces différentes formes narratives qui s'entremêlent, qui s'entrelacent. L'ambivalence, c'est vraiment le mot du livre, donc c'est vraiment ça. Alors en fait, c'est la deuxième partie d'un diptyque. Le premier, c'est un vrai roman, j'allais dire, qui s'appelle « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains ». En fait, c'est... pendant longtemps, je disais que j'allais écrire mon livre corse, parce qu'avant, je ne parlais pas trop de la Corse, enfin, ça arrivait par petites touches. Et puis, d'un coup, je me suis enfin attaquée à la matière, qui était une matière un peu complexe pour moi, parce qu'évidemment pleine d'affect et de choses. Et évidemment, quand j'ai tiré un bout du fil, j'ai eu une énorme pelote qui m'est tombée dessus. Et voilà, et je me suis dit... alors, j'avais vraiment envie d'un roman assez simple, entre guillemets, parce que je suis un petit peu spécialiste des formes, on va dire un peu postmoderne. Et j'avais vraiment envie que le roman, il y ait une sorte de ligne claire, comme ça, qu'on suive un parcours, que...
voilà, d'une certaine forme de simplicité, mais en même temps, il restait plein de questions. Donc il y a un roman, voilà, alors c'est à peu près, c'est calqué un petit peu sur ma biographie, mais je vous ai donné l'image du miroir tout à l'heure. Quand j'étais gamine, justement en Corse, j'avais un jeu, c'est que je prenais le miroir de la salle de bain, il y avait un miroir en plus pour que, vous savez, les dames, elles aiment bien regarder derrière si le brushing est bien fait. Donc il y avait un miroir qui se détachait, qui était rond, et en fait je me baladais dans la maison avec le miroir, et je m'inventais, donc je regardais le plafond, sauf que moi je marchais dessus, et donc j'inventais un deuxième monde au plafond. Il y avait une deuxième vie, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en fait le personnage a ma date de naissance, la structure familiale ressemble à peu près, les lieux sont les mêmes, mais en même temps j'ai inventé des tas de trucs. C'est cette espèce de deuxième monde, donc c'est pas totalement collé à la biographie. Mais donc voilà, ce roman existe, il va de 76 à peu près nos jours, mais il me restait plein de questions que je n'avais pas abordées parce que je ne voulais pas alourdir ça. C'est, mais qu'est-ce que c'est cette question de l'identité corse? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Il n'y a pas un Corse qui va dire que c'est simple. Le seul qui trouve ça simple, c'est mon ami marocain en Corse. Enfin voilà, donc c'était quand même étrange. Et je me suis dit, il faut faire un autre livre. Il faut faire une sorte de diptyque. Il y a un lien quand même narratif entre les deux. Et là, ça parle de cette épaisseur de complexité qui est que, donc je vous ai dit, l'héroïne, entre guillemets, du premier livre, c'est la fille qui est née en 76. Et dans ce livre-là, c'est le père qui a à peu près 26 ou 27 ans, je ne sais plus, pendant les événements d'Aléria. Donc qui, lui, la prise de la cave de paye et la naissance du FLNC. Et qui, donc, lui, est tout jeune, finalement, quand cette période de révolutionnaire commence. Et évidemment, ce n'est pas du tout le même son de cloche que sa fille, qui vivra les choses de manière totalement différente, parce que c'est une génération différente et des choix différents. Donc déjà, il y avait ce côté, finalement, on va raconter d'autres aspects de l'histoire. Donc il y a des éléments qui étaient un petit peu passés sous silence qui apparaissent. Et en même temps, c'est pris dans une enquête plus générale sur toutes ces questions. Qu'est-ce que c'est que l'identité corse? Mais qu'est-ce que c'est que l'identité? Pourquoi est-ce qu'on est aussi obsédé par cette question alors qu'on pourrait être... Voilà, alors je vais un peu spoiler le truc, mais l'idée c'est que, en fait, on peut se détendre avec cette question d'identité. On peut choisir d'en avoir plusieurs, et puis que selon les moments de sa vie, il y en a une qui apparaît plus que l'autre. Je sais pas, un jour je vais être corse, le lendemain je vais être beaucoup plus écrivain, le troisième jour beaucoup plus prof de création littéraire, le quatrième je vais aller planter mes tomates, donc là je vais avoir les mains dans la terre. Et que tant mieux, et qu'une vie n'a pas à se cristalliser de manière agressive ou trop complexe dans une identité qui du coup fait souffrir, parce qu'on forcément on en revient au carcan. Et à l'idéal, on ne va jamais coller à son idéal d'identité. On va jamais, par exemple, si c'est une identité corse, on ne va jamais être assez corse. On ne va jamais être assez ci, assez ça. Voilà. Donc c'est forcément la clé du malheur. Donc c'était un peu ces choses-là que je voulais étudier. Et assez rapidement, j'ai lu La fin de l'homme rouge, à ce moment-là, de Svetlana Alexievitch, qui a été prix Nobel il y a quelques années, un livre qui est un petit peu dur, mais que je vous conseille. Il faut être un petit peu... peut-être en ce moment, c'est un peu compliqué, mais voilà, en tout cas, c'est un très, très, très beau livre. Et c'est une autrice qui travaille avec des entretiens. Donc c'est vraiment, elle va récupérer la matière, elle monte, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un déclic. Je tournais un petit peu en rond avec des questions. Je me suis dit, mais effectivement, il faut aller voir des gens. Ce qui était un peu effrayant au début, parce que je n'avais jamais travaillé comme ça. Donc, d'un coup, on cède aussi une part de confiance dans son livre. Enfin, on ouvre une porte, quoi. C'est aussi une manière d'ouvrir le livre. Alors, je précise que j'ai beaucoup réfléchi, mais je n'ai pas non plus fait un travail de sociologue, dans le sens où mon échantillon est volontairement partial. Je n'ai pas voulu aller voir, je ne sais pas, des gens d'extrême droite, des gens qui n'étaient pas du tout dans voilà, je me suis évité ça, en notant bien ces éventuelles limites pour quelqu'un qui serait dans une recherche évidemment plus globale et scientifique. Mais donc, il y a un panel, une dizaine de personnes, si je me souviens bien. Et voilà, donc à la fois des gens qui habitent en Corse, qui sont Corses, des gens qui habitent en Corse, qui ne sont pas Corses, des gens qui sont plus en Corse, des gens qui sont entre les deux. Voilà, donc tout type de rapport à l'île, avec des questions du genre, quel est votre rapport à la Corse, votre rapport à la langue? Si vous êtes parti, est-ce que vous allez revenir? Si vous n'êtes jamais parti, est-ce que vous partiriez? Où est-ce que vous partiriez? Voilà, toutes ces questions-là. Et en même temps, j'ai aussi fait une espèce d'historique. Là, je me suis rendu compte que j'avais beau m'intéresser à mon île, en fait, il y avait plein de trucs que je ne savais pas. Il faut lire des livres d'histoire, quoi, tout simplement, et se documenter. Et donc, justement, sur comment ça s'est passé en 1769, quand la Corse est devenue française, comment c'était la République avant, créée par Pascal Paoli, à quoi ressemble la Constitution, que j'ai lue.
Parce qu'en fait, dans l'idée, pour moi, il y a l'envie de, j'allais dire, de réconcilier un peu les deux parties, voilà, les deux parties de la Méditerranée, quoi, c'est-à-dire l'île et le continent. Parce que souvent, moi qui vis beaucoup sur le continent, j'entends des incompréhensions, il y a des choses voilà, qui sont un peu caricaturées, mais ce qui est normal, parce qu'en fait, l'histoire n'est pas connue. Justement, toutes ces phases d'une identité très différente de la Corse, qui a été italienne, puis a été indépendante, avant d'être française, finalement, très tard. Donc, ce qui explique que la culture est différente, que la langue est plus proche de l'italien, évidemment, que du français. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont, je dirais, durcies par un regard extérieur, alors que si on se replonge un petit peu dans voilà, comment les choses se sont passées, et sur le désir aussi, sur place, de vouloir sauvegarder une culture, voilà, qu'une culture ne disparaisse pas, qu'une langue ne disparaisse pas, parce qu'une langue, c'est toujours un drame quand elle disparaît, hein, c'est comme une espèce animale. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler de tout ça. Juste un petit exemple sur la langue, c'est qu'en faisant mes recherches, j'adore le site de l'INA, je pense que beaucoup d'entre vous aussi y vont souvent, et j'étais tombée sur un reportage des années 60, je ne sais plus de quelle chaîne, sur des sorcières dans un village corse. Et là, j'étais stupéfaite parce qu'en fait, aujourd'hui, un peu comme partout, la langue en Corse, elle est assez tributaire du français quand même. C'est un Corse dont les structures syntaxiques sont quand même, à mon sens, à part chez des super corsophones, assez tributaires du français. Et là, d'un coup, en écoutant parler ces femmes, mais c'était un autre monde. C'est-à-dire que leur vision du monde était totalement transparaissait dans la langue. C'est-à-dire vraiment les images qui étaient créées étaient des images que je n'aurais jamais pu créer, parce qu'elles étaient liées au territoire, à la nature beaucoup. Il y a un rapport au territoire dans le sens... parce que c'est une nature qui est magnifique aussi. Donc vraiment, une sorte d'influence comme ça du territoire sur la population, et qui est très belle. Voilà, donc c'est un peu tout ça que j'ai essayé d'évoquer dans le livre. C'est magnifique ce que tu dis, parce que là tu nous dis que en fait, quand une langue disparaît, c'est un morceau du monde qui disparaît. C'est ça, c'est tout à fait... C'est ce que disent certains anthropologues d'ailleurs, hein. C'est vrai que la langue fait monde, et le monde est vu dans la langue, est transmis par la langue. J'en avais parlé juste dans un autre livre qui s'appelle « Ensuite, j'ai rêvé de papaye et de banane ». Et j'avais notamment travaillé sur les écrits de Daniel Everett, qui est linguiste, qui a travaillé avec les Indiens Piraha au Brésil. Et voilà, et son travail est remarquable. Donc son livre notamment s'appelle Don't Sleep, there are snakes. Donc ne dors pas, il y a des serpents. C'était le conseil que lui donnaient parce que les Indiens, par exemple, ne dorment pas 8 heures par jour, ça leur semble juste absurde parce qu'il y a des grosses bêtes qui peuvent t'attaquer de toutes parts. Donc voilà. Et la langue était aussi... il raconte justement, par exemple, le fait qu'il se place... les déictiques, c'est que par rapport au fleuve. Ils disent pas droite-gauche, mais c'est où tu te situes par... Enfin voilà, à quel point la langue, elle est adaptée à son territoire, et surtout à quel point, du coup, la vision du monde et de la nature... Enfin, quand ils allaient dans la forêt, leur vision de la nature était 10 000 fois plus développée que la nôtre, par exemple. Et effectivement, perdre ce genre de langue et de vision du monde... Enfin, quand on découvre, par exemple, la vision du monde des Piraha, moi, j'ai vraiment... Ça m'a été d'un... Enfin, c'est énorme, je trouve, d'avoir accès à ça. Ça me fait penser à Nathalie Goldberg, ça n'a pourtant rien à voir, mais quand même, ça me traverse, ça me fait penser à Nathalie Goldberg qui nous enjoint tellement à aller, à sortir et à regarder. Exactement. C'est vraiment ce que tu nous dis, quoi. Et écrire, tu l'as dit au début, c'est écouter, elle le dit, c'est beaucoup écouter, c'est lire, mais c'est regarder. Et en fait, comme si, effectivement, dès qu'on sort dans la rue, ou qu'on va dans un café, ou qu'on va sur une plage ou dans la forêt, on peut redécouvrir ou même réinventer un monde par l'observation, le regard, et après le restituer. Puis la Corse, par exemple, c'est un paysage qui est tellement grandiloquent et sublime, il faut quand même bien le dire, que voilà, ça crée une vision du monde qui est particulière. Oui. Enfin, moi, souvent quand je voyage, je me dis alors, t'as vu ça? Je fais bon, tu sais, je suis corse alors. Ta plage, pardon, mais non, mais clairement, c'est pas que je suis snob, c'est qu'on a tellement vécu dans des trucs, même sans s'en rendre compte quand on est petit. Mais on a un paysage qui est tel. Voilà, et j'ai un ami d'ailleurs que j'ai interrogé à un moment, il me dit, tu sais, moi si j'habitais à Nantes, je deviendrais fou. C'est trop beau. Enfin, je pense que je supporterais pas tous les jours de voir ce paysage. C'est trop grandiloquent. Et comme je disais, Alain Damasio, il est allé là. Voilà, il y a plein d'images de son livre comme ça, de rythmes qui sont vraiment nés de ce rapport au paysage. Et ça, c'est très intéressant. Et ça dit beaucoup aussi de l'histoire de la Corse. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'entremêler ça? Là, j'entends bien qu'à un moment donné, tu as un déclic, tu dis il faut que j'aille interroger les gens, mais tu avais commencé déjà la partie
plus fictionnel, tu avais déjà commencé à l'écrire et tu t'es dit il faut que ça rentre en résonance avec d'autres éléments. Ouais. En fait, au départ, c'était plutôt un essai d'ailleurs. Au départ, je crois que j'ai commencé vraiment par les parties historiques et sociologiques. En fait, j'ai passé 3 ans à la BNF à lire des tonnes de livres de sociaux et d'ethno. Et comme c'est pas mes spécialités, à me dire mais est-ce que vraiment ça c'est bien de le lire. Voilà. Donc c'est vrai qu'on passe du temps parce qu'on trie la matière. Là, tu nous fais un beau cadeau parce que justement, on n'aime que ce qu'on connaît et souvent on n'aime pas parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est ignorant. Et là, tu nous donnes plein de clés de compréhension, c'est vrai, par la phase historique. Donc tu avais commencé par ça. J'ai commencé par ça pour poser un petit peu les choses et je pense que l'idée de faire un lien narratif avec le roman précédent et surtout, voilà, c'était surtout le fait de me dire le père est assez absent en fait dans le roman précédent. Il a fait, alors je ne vais pas raconter l'histoire, mais il a fait des choix plus ou moins discutables dans cette période politique compliquée, on va dire. Et je n'avais pas envie qu'il y ait une vérité ou une autre qui apparaisse. Enfin, c'est vraiment de la polyphonie. C'est ça. Voilà. C'est qu'en fait, il peut être critiqué par exemple dans le roman, et en fait, on va comprendre des éléments de son parcours dans ce livre-là, qui vont être éclairés. J'avais pas, et c'est pour ça aussi que j'ai parfois du mal avec le roman, j'allais dire, c'est que j'aime pas les formes autoritaires, et j'aime bien qu'il y ait de l'espace pour le lecteur, la lectrice. Et comme tu dis, le fait d'entrelacer, ça crée de l'espace. Et dans l'espace, il y a de l'interprétation, de la réflexion, de la projection. Ça permet de faire vivre le texte autrement. Après, j'avais déjà fait un livre de montage avec Anomalie des zones profondes du cerveau. Je m'étais dit, je ne ferais plus jamais ça, parce qu'en fait, c'est hyper compliqué. On est là, on fait des codes couleurs, on étale tout dans la maison, enfin, c'est un truc, voilà. Et de fait, quand j'ai repris ce projet-là, bah, ça m'a semblé le plus juste, parce qu'il y a quand même un parcours, parce que je commence par un récit un peu fictionnalisé, mais je me suis vraiment documentée de la prise de la cave de Paille à Aléria en 1975 qui donne naissance, puisque c'est un bain de sang, au FLNC quelques mois plus tard. Et après, je dirais, je reviens un petit peu en arrière historiquement, je raconte d'autres éléments. Et à la fin, le final, enfin je ne vais pas tout raconter, mais en tout cas, il y a un accent qui est mis quand même sur cette question du territoire et du rapport à l'écologie, comme on dirait aujourd'hui, mais en tout cas au respect du territoire. À la façon de considérer que le territoire c'est soi-même. Moi en tout cas quand j'étais avec des vieux bergers c'était souvent ça. Enfin, il y avait un rapport à la terre qui est quasiment une indifférenciation entre soi-même s'y déployant et ce qui se passe autour. Et voilà, et donc je reviens sur ces questions-là avec un autre épisode qui est moins bien connu des années 60, voilà, pour poser cette question voilà, du territoire et de l'interaction avec le territoire. C'est formidable de pouvoir dire dans une même conférence le territoire c'est soi-même et on est crispé dans nos identités parce que c'est vraiment oui, voilà. C'est comme un rapport animal. Oui. Moi, voilà, franchement, quand je discute avec des gens comme ça qui sont très proches, ils vont avoir une connaissance, comme on disait les Indiens Pilha, vraiment une connaissance très très fine. Mais en tout cas, ces gens-là que j'ai côtoyés, c'est pas des gens qui vont dire que, enfin, ils vont pas exprimer une identité, elle est évidente. Enfin, c'est comme ça, quoi. C'est dans une sorte d'évidence, et puis et c'est une vie qui se construit vraiment voilà, au jour le jour, avec les rythmes de la nature, avec voilà, qu'est-ce qui se passe quand on fait ci, quand on fait ça. Et on en revient à l'observation. À un moment, je suis retournée au village pour aller au tombeau de mes ancêtres. J'y étais pas allée depuis genre, je ne sais pas combien de temps, parce qu'il est paumé. En Corse, en fait, les tombeaux sont un peu en pleine nature. Donc, si vous n'y êtes pas allé pendant longtemps et que vous n'avez aucun sens de l'orientation comme moi, bonne chance. Et donc, je me perds, et mon père était encore en vie, hélas, il est mort ensuite, mais j'appelle mon père, et qui a quitté la Corse en 90 et qui est revenu sous forme de cercueil, donc il n'est jamais retourné. Et donc, je l'appelle en disant, papa, je suis perdu, je suis à tel endroit. Il me dit, ah, t'es à tel endroit, ok. Et alors, en fait, là, il m'a menée. Donc, il n'était pas allé en Corse, c'était il y a 4 ans ou 5 ans, depuis les années 90. Hein. En fait, le territoire était tellement ancré en lui que pas par pas, là, il me disait, ah là, tu as tel arbre, ok, tourne ta tête vers la droite, tu vois, là, il y a le tombeau du vieux truc. Je dis, non, mais il déconne ou quoi, mais c'est pas possible, il y a un drone. et c'était terrible parce que je me disais qu'il avait quitté cette terre et... Qui était lui. Mais ouais, c'était complètement lui, mais pas à pas. Il me dit, ah oui, là, ça tourne vers la gauche. Je dis, genre, mais sérieux? Que moi, je ne savais plus du tout où j'étais. Et voilà, parce que lui était vraiment terrien pour le coup. Et ça m'a vraiment rappelé ce rapport quasiment organique à cette terre, quoi. C'est une magnifique anecdote. Et alors, dernière chose, avant de laisser peut-être la parole et un peu de temps pour les questions, il y a aussi des fulgurances scientifiques, mais qui sont en réalité des fulgurances poétiques. Je relisais hier le chapitre Fractal,
où tu nous expliques très clairement ce que c'est scientifiquement et où en fait on arrive à une description d'une poésie incroyable des côtes corses. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'entremêler ça aussi en plus? Enfin, il y a comme ça des... En fait, j'étais allée pour faire ce livre, alors je vais souvent en Corse, mais un petit peu trop rapidement, et j'ai eu la chance d'avoir une résidence, donc de pouvoir rester 1 mois et demi sur place, et justement à me réapproprier, moi, le territoire, parce que c'était un point un petit peu douloureux pour moi, donc vraiment c'était important de passer du temps, même passer du temps de contemplation. Et j'y étais notamment pendant le Vendredi Saint, et je suis donc allée voir cette fameuse cette cérémonie de la granite, là, on ne sait pas de quand elle date, mais elle est décrite dans des textes très anciens, des textes grecs. Voilà, c'est la figure du labyrinthe. Donc c'est vraiment des rites vraiment immémoriaux on ne peut pas dater dans le temps, qui sont vraiment ancrés de très très loin dans nos mémoires. Et donc la granite, là, c'est le mot qui désigne le bigorneau. Marie-Laurence a aussi un œil de Sainte-Lucie aujourd'hui. Donc vraiment c'est cette spirale, ces dessins de spirale. Et dans la granite, ce sont des confréries aujourd'hui qui les font. Donc il y a 2 confréries habillées de couleurs différentes qui se rencontrent comme ça et qui se mettent à tourner. Donc au départ, elles sont éloignées. Elles se rapprochent, elles se rapprochent, elles se rapprochent. Et à un moment, il y a une sorte de moment magique et tout est dans ce moment. Il y a un moment où, paf, ça change de sens. Et donc la spirale se redétend. Et en fait, tout se passe dans cette espèce de moment. On est encore sur une question du temps, où on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui n'a pas été vu des autres, on peut faire ça, mais on ne voit pas ce qui se passe, et en fait, la spirale se redétend. Et ça m'a complètement fascinée comme rituel. Et voilà, en faisant des recherches sur cette question de la spirale, du labyrinthe, je suis arrivée assez rapidement sur la question des fractales. C'est aussi ça, les recherches, on dérive un petit peu d'une idée à l'autre. Et j'ai notamment découvert que les fractales, donc vous savez, c'est le rapport, enfin bon, c'est ces figures qui se répètent à l'infini, etc. C'est une façon d'envisager les mathématiques de manière beaucoup plus quantique, on va dire, et moins carrée. Et d'un coup, je suis tombée sur un papier qui disait que c'était finalement la seule manière d'appréhender les côtes. Parce que si, en fait, pour mesurer la longueur d'une côte, en fait, en général, c'est très... on prend soit le mètre, soit... voilà, selon les mesures qu'on prend, on arrive à des mesures totalement différentes. Alors qu'avec un calcul fractal, on a vraiment toute la rugosité de la côte. Alors, si vous connaissez la Corse, vous savez qu'il y a beaucoup de rugosité de la côte qui est prise en compte. Et que c'est finalement la seule manière d'appréhender le paysage, c'est à travers un calcul fractal. Oui, ça me fait penser à Adrien Franstanor quand il nous dit que quand on se met au travail, il y a beaucoup de choses qui émergent comme ça. Tu nous en donnes l'illustration en fait, parce que l'écriture, c'est une pratique très ouverte, peut-être accessible à toutes et à tous, même à partir du moment où on abandonne l'idée d'être un grand écrivain ou un grand poète, qu'on sera peut-être d'ailleurs, mais tu l'as bien dit, ça ne doit pas être le but, le chemin est le but. Mais effectivement, quand on se met comme ça à pratiquer, à travailler, il y a des cadeaux. On a l'impression qu'il y a plein de choses qui t'ont été offertes comme ça par tes recherches. Lacan, quand il parle de l'analyse, il dit que la guérison peut advenir, mais par surcroît. C'est ça. Qu'il ne faut pas y aller pour ça, et que peut-être un moment... là, c'est un petit peu pareil. Après, j'ai peut-être un petit j'y pensais avant de venir, voilà, en termes de conseils assez pratiques. L'année dernière... avec tous les confinements, alors j'ai eu la chance d'avoir quelques confinements à la campagne, et je me suis mise à regarder de plus près, à nouveau l'observation, les herbes dans le jardin, pour me dire, et de voir qu'il y avait beaucoup de... Voilà, est-ce qu'il y a des mauvaises herbes, mais je n'avais pas forcément envie de les éliminer, mais en tout cas voir ce qu'il y avait. Et n'étant pas botaniste, j'ai téléchargé une application gratuite qui s'appelle PlantNet, qui est faite par des scientifiques, qui est très très bien. Et donc j'ai commencé à essayer d'identifier les plantes. Et en fait c'est fascinant. Dès que vous identifiez une plante et que vous allez chercher ce que c'est, l'étymologie, l'histoire, ce qu'on en fait les anciens, est-ce que c'est pourquoi à quoi ça sert. Et d'un coup, je pouvais avoir un livre entier, rien qu'avec l'herbier du jardin. Mais un truc, mais vraiment toutes les histoires de plantes, on a envie soit d'en faire des personnages. Alors moi j'ai trouvé pas mal par exemple de Garance voyageuse.
Et la Garance des teinturiers, c'est celle avec laquelle on faisait par exemple les pantalons rouges des poilus. J'ai découvert une symbiose entre la Garance, elle bosse avec le mimosa pour envahir tout le terrain. Voilà, là déjà on a un roman, quoi. Comment la Garance se met avec les racines du mimosa. Mais voilà, et tout simplement, et on peut le faire à Paris, hein, on sort, on prend les quelques plantes en photo, et l'endroit où elles sont disposées et ce qu'elles sont, ça en dit beaucoup, beaucoup sur le paysage, son histoire. On a eu la chance à Bastia l'année dernière de faire une visite comme ça de la ville avec Marc-André Sellos, qui est un botaniste, et voilà, Marc-André Sellos, en 10 mètres de balade, il raconte une autre histoire de la portion de rue qu'on connaît pourtant par cœur à travers les plantes. Donc voilà, ça c'est un conseil à toutes et tous. Si vous n'avez pas d'idée, vous regardez quelle est la plante, vous cherchez son histoire et là d'un coup, c'est assez génial. Voilà. Ouais, la poésie s'ouvre. Merci beaucoup Laure. On va ouvrir aux questions si vous voulez bien, si vous avez envie de creuser ou de poser des questions à Laure. C'est le bon moment. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur les phases un peu où on peut être très inspiré et les phases où j'ai l'impression qu'il ne se passe plus grand-chose. Je me demandais, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que vos étudiants connaissent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler justement en essayant de changer de cadre, changer les habitudes? Si vous avez des conseils là-dessus. Mais moi aussi, je connais des moments comme ça, hein. C'est pas que mes étudiants. Je crois qu'on les connaît toutes et tous. À un moment, d'ailleurs, Nathalie Goldberg a dit un truc assez juste, je trouve, là-dessus. Justement, elle parle des écrivains alcooliques. Elle dit que selon elle, les écrivains alcooliques, c'est les moments où ils n'écrivent pas, que du coup, ils sont tellement malheureux qu'ils ont besoin de compenser, quoi. Que c'est justement cette souffrance où d'un coup ça coince, ça c'est inhérent à la pratique. Et après, alors je reviens à cette question, mais on est vraiment toutes et tous extrêmement différents. Donc il faut vraiment voir comment on fonctionne. C'est-à-dire par exemple si il y a une phase d'émergence d'idées qui va durer, je dis n'importe quoi, 3 semaines, après il va y avoir un creux, alors est-ce qu'après on fait des recherches ou pas? Voilà, il y a des gens qui vont vraiment avoir besoin d'écrire tous les jours, et voilà, il y a des gens qui vont écrire pendant un mois, et puis après il y a 4 mois de trou, après ils vont réécrire un mois. Et il faut vraiment essayer, mais surtout ne pas se décourager, et pas non plus, l'idée c'est pas d'être dans une violence par rapport à soi-même, et se dire ah c'est pas bien, voilà, faut pas se forcer, à un moment s'il n'y a pas de... Il faut laisser aussi la machine se ressourcer. Alors, quelle que soit la nature du texte, que ce soit dans l'observation, que ce soit dans la lecture, ça c'est important aussi. Souvent, ça peut vraiment débloquer les choses. On a parfois peur, quand on écrit, de lire en disant ah bah ouais, après je vais copier, machin, mais en fait c'est pas du tout, me semble-t-il, comme ça que ça fonctionne. Ça donne vraiment, moi à chaque fois ça me donne la patate. Je me dis mais bon sang, il a réussi à faire ça, ou elle a réussi à faire ça, c'est trop bien, mais quelle super idée, franchement bravo. Il y a un livre qui m'avait fait ça quand j'ai écrit ce livre qui est Confiteor de Jaume Cabré, qui est un livre magnifique, et je m'étais dit mais bon sang, franchement j'aurais bien aimé écrire ce bouquin, mais dans le sens vraiment positif, quoi. Dire mais c'est chouette, il a réussi à le faire, on peut tous le faire, allons-y. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à se replonger dans de la matière qui plaît, parce que j'ai remarqué que, ou aller voir des soirées de lecture de texte aussi, en fait ça redonne beaucoup d'énergie, et ça peut rebrancher justement parce que souvent ce qu'on appelle un manque d'inspiration, c'est plutôt une énergie qui retombe un peu, et donc il faut juste trouver un moyen de la relancer. Et chacun a son moteur, hein. Ça peut être, on parlait d'activité physique par exemple, je dis n'importe quoi, mais ça peut être faire de la voile, si on a un rapport à la mer hyper particulier, voilà, partir, se confronter à la mer, ou aller à la montagne, ou lire un livre, ou aller voir une soirée de performance, voilà, trouver un petit déclic comme ça, et puis après être patient. Parce qu'il y a des moments, il y a aussi des moments de vide. Et le plein, ça marche aussi avec forcément, donc voilà. Ce que j'avais envie de partager ou de voir ce que ça vous inspire, c'est que je trouve qu'on n'écrit pas du tout la même chose quand on écrit pour quelqu'un, pas forcément désigné d'ailleurs, mais quelque chose qu'on va publier ou qu'on écrit une lettre à quelqu'un, que quand on écrit pour soi ou pour rien. Voilà, et donc je ne sais pas si vous avez un partage d'expérience ou des remarques à faire. Oui, c'est une question hyper importante, moi je trouve. Effectivement, se désigner un destinataire, un interlocuteur, une interlocutrice, un regard, ça peut être très important.
Après, tout dépend. Le fait d'écrire pour soi, justement, c'est le côté galop d'essai, on met des choses à plat. Parce que si on écrit pour soi dans un journal, si on écrit pour quelqu'un dans un journal, ça peut aussi inhiber, parce que forcément, ça crée un regard extérieur. Donc voilà, il y a des étapes où finalement on est un petit peu dans son truc. Mais en revanche, je pense que notamment pour essayer d'écrire un texte qui va sortir de l'entre-soi, c'est bien d'avoir un destinataire ou des destinataires. Ça porte, ça permet. Voilà, je ne sais pas comment dire, mais moi en tout cas, tous les livres que je fais, il y a un ou des destinataires, ça c'est sûr. C'est sûr parce que oui, ça permet vraiment justement de sortir de cette énergie avec soi-même. Et c'est pour moi très important. Et je dis souvent ça aux étudiants, hein, que quand ils sont bloqués, voilà, ils imaginent écrire le texte pour quelqu'un et en général ça marche. Sans être forcément sous la forme d'une lettre, hein, ça peut être vraiment voilà, quel serait le lecteur ou la lectrice de ce texte ou un regard extérieur. Mais effectivement, c'est une très belle question. Merci beaucoup pour cette belle soirée que tu nous as offerte. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tout ce que tu sais sur l'écriture et tout ce qui t'anime dans l'écriture et toute la joie que ça te donne. Et merci pour la préface qui nous aide à découvrir ce livre formidable, Pourquoi écrire va vous rendre heureux. Et merci pour Ton cœur à la forme d'une île, publié aux éditions Grasset, qui, bien qu'il représente une somme de travail colossale et évidente, participe aussi à nous décomplexer, parce qu'encore une fois, tous les styles que tu as osé mélanger, entrelacer, entremêler, montrent qu'en fait l'écriture, on n'en aura jamais fait le tour, et il y a toujours des choses à inventer, et il y a toujours possibilité d'être créative. Merci beaucoup, Laure. Merci.